Je pense qu'on a tous eu dans notre vie un moment où on s'est donné un objectif qui nous était chevillé au corps. On a tout donné, on a sué pour y arriver. Et quand on a atteint cet objectif, on s'est dit, mais what next? Qu'est-ce qui se passe après? Bah ça, c'est exactement ce qui est arrivé au triple champion de boxe française que j'ai reçu sur le podcast, qui s'appelle Enoch Effa, que j'ai reçu sur Gaté-Mairie et avec qui j'ai échangé sur plein de sujets. On a déconstruit plein de notions, notamment ces notions de confiance, de motivation, d'estime de soi. On se dit, allez, il faut avoir confiance en soi. Mais Enoch nous dit en fait que tout ça, c'est du bullshit. Vous allez voir pourquoi. Nous avons aussi parlé de sujets plus tabous, notamment le deuil, comment on le surmonte. Et Enoch nous décortique son parcours avec beaucoup d'humilité, d'authenticité et de transparence. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Enoch Effa. Bonjour Enoch. Bonjour Nguer. Je suis très très heureuse de te recevoir ici. Ah bah moi aussi, maintenant que je sais un peu plus sur ce que tu accomplis. Bah toi aussi, ma foi. Et je remercie Antoine d'ailleurs qui nous a mis en relation. Ah oui, un grand merci Antoine. Ouais, et je pense qu'on va passer un bon moment. Alors, tu es triple champion du monde de boxe française. La boxe est un sport, tu vois, souvent associé à la violence, ou quelque chose de brutal en tout cas. J'aimerais savoir quelle est ta définition, toi, de la boxe et quelle est ton approche par rapport à cette vision un peu violente de ce sport. Pour moi, j'ai pas de définition précise, si ce n'est des mots que je vais essayer d'assembler pour définir. Je parlerai de méditation en mouvement, je parlerai de prise de conscience active. La boxe, en fait, c'est quelque chose qui te permet de vivre au quotidien, en fait, de développer un art de vivre qui combine à la fois une vision, des actions concrètes et des méthodes que tu mets en place. C'est-à-dire que quand tu es sur un ring, tu as intérêt d'avoir un cap, tu as intérêt à être présent, tu as intérêt à faire en sorte que chaque seconde compte au lieu de compter tes secondes. Donc c'est un art de vivre, la boxe, qui permet de méditer en mouvement et qui se traduit par l'expression d'impact. Donc on libère, mais avec des règles. Ok. Donc quand les gens ont une vision violente, c'est comme on est dans une génération où c'est comme quand on est sur Instagram, on voit que le résultat, mais on voit pas tout le processus en fait. La vision violente, c'est pour les personnes qui vivent pas le processus ni l'art de vivre, ou qui ont des histoires un peu d'écorchés vifs, qui étaient dans telle violence et qui en sont sortis par la boxe. Mais la plupart des personnes pratiquent cet art de vivre parce que ça leur apporte quelque chose qui leur permet vraiment de méditer en mouvement et de vraiment se rendre compte qu'on est vivant et que ça se passe seconde après seconde, là, maintenant. C'est ça la boxe pour moi. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, enfin, tu vois, toi, tu décides d'être champion de boxe. À un moment donné, on va en reparler après. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment s'est passé ton premier combat? Oh là là, tu vois c'est vrai, parce que tu vois ton premier combat, parce que je pense que ça a aussi une influence sur la suite de ton parcours. Alors la plupart des personnes que j'ai connues à leur premier combat, déjà la plupart ne veulent pas combattre. D'accord. On veut tous le fantasme de la boxe, de temps en temps aller avec un petit cocard, un petit œil au beurre noir et dire qu'on fait de la boxe, oui. Mais monter face à quelqu'un qui s'est préparé, pas pour te faire des câlins, mais pour vraiment te tabasser. Voilà. Non. Mon premier combat, ça s'est soldé par un KO devant tout le monde. J'avais rameuté tout le monde. J'avais pas mal de déménagements à mon actif et j'avais pas eu besoin de réseaux sociaux pour que la salle soit pleine. Et je me suis pris un KO. Okay. Mais ce KO, en fait, pour les gens, c'était un KO, c'était une défaite. Mais moi, ça a été ma plus belle prise de conscience. Donc, ma plus belle victoire. Donc, mon premier combat, en tout cas, ça s'est soldé par une défaite publiquement, mais une victoire intérieure pour moi. Et ça, après, qu'est-ce que ça a changé sur la suite? Je cherchais, moi, un outil qui allait me permettre de compléter, moi, mon but. Je voulais devenir, comme on disait à l'époque, je veux être un bonhomme. Un bonhomme, pour moi, il cherche à être meilleur et de sorte à être un pilier dans ce qu'il a à faire et à être. Et dans mon cas, moi, il y avait une situation de famille qui faisait que il fallait que je trouve une solution pour sortir des services sociaux, trouver une solution pour retourner en cours. Et moi, pour moi, aller en cours, c'était entreprendre sa vie, mais aussi entreprendre dans sa vie. Et avec la boxe, tu pouvais rentrer à l'INSEP, avoir un statut spécial qui te permettait d'aller en cours, de bosser, tout en t'entraînant. Et en sachant que c'était clair et net, je voulais pas que ce soit le centre de ma vie. C'est comme aujourd'hui, quand je parle à des personnes qui ont des métiers prenants, si tu mets ton métier au cœur de ta vie, tu perds en fait de quoi rayonner. Du coup, toi, dès le départ, tu savais que c'était un tremplin.
Ça faisait partie de ma vie. Ok. J'ai pas du tout fait ça par passion. Je suis toujours pas passionné de boxe. Je suis passionné de l'art de vivre qu'il y a derrière, Mhm. que je peux transposer dans mon quotidien. Après, quand je fais quelque chose, je me suis dit, bah, autant le faire entièrement. Donc, quand je l'ai fait, je me suis dit, je me donne 5 ans pour être champion du monde. Je vais pas le faire et changer des coups juste pour faire champion du département, quoi. Donc, il fallait que je cherche à devenir meilleur Mm. en intégrant les qualités du guerrier, quoi. Mais pour être meilleur, je l'ai mesuré à, tu seras champion du monde, tu seras diplômé, tu sors des services sociaux, tu fais quelque chose, quoi. C'était ça. Intéressant. Et quand tu parles justement de développer une méthode, je sais que tu as je sais pas comment on appelle ça, un acronyme peut-être, que j'ai Oui, vu dans ton dernier, dans ton dernier TEDx, où tu parles d'AMA. J'avais noté les éléments, l'attitude, oui, la méthode et l'action. c'est ça. Ça, est-ce que tu pourrais le détailler et juste me dire en quoi t'appliques ça avec les personnes que tu accompagnes? Alors, aujourd'hui, l'un des sujets l'un des sujets majeurs que j'ai avec les personnes qui veulent que je les accompagne, ou les groupes ou les équipes, c'est soit ils sont en quête de sens, ils performent, tout comme quand je suis arrivé et que je suis devenu champion du monde, je me suis posé la question, and so what? C'est quoi la suite? Donc, par rapport à ça, dans la quête de sens, il y a cette notion où, depuis ces dernières années, j'ai essayé de réduire vraiment toutes les notions en 3 lettres pour que ce soit simple, pour que les gens se disent, bon, je peux impacter au-delà de la performance, je vais vraiment trouver un sens, mais avec des étapes claires. Donc, le A de attitude, c'est en gros, c'est de développer en fait une attitude autour de règles d'or qu'on va adopter qui vont nous permettre de choisir la réponse qu'on donne, mais aux choses sur lesquelles on n'a vraiment aucun contrôle. Par Par exemple, exemple, ouais. une crise, il y a une crise sanitaire, j'ai aucun contrôle là-dessus, si ce n'est par l'attitude que je vais adopter, qui va en fait renforcer ma marque, qui va renforcer l'impact va se renforcer de par la marque. La marque, elle va s'exprimer à travers le caractère que je vais adopter face à cette situation sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Donc, c'est plus en fait une posture. Posture à adopter par le biais de règles d'or. Souvent, les entreprises ont besoin, tout comme les individus, de règles d'or bien identifiées. Et par exemple, tu peux me donner un exemple de règle d'or? Alors, être dans l'innovation permanente, de se dire on va être porté sur il n'y a pas de problème, il y a que des défis. Chaque difficulté est une opportunité d'être meilleur. On est dans la progression permanente. On va privilégier l'expérience client, d'être dans le bon, bah c'est la crise. Allez, on accueille moins, on va virer le standardiste. Ouais. Non, on va adopter des règles, on va accepter qu'il y ait le creux de la vague, on va accepter que la situation, on n'a pas de contrôle, mais on a une réponse à donner à travers ces règles-là. Ok, donc c'est un peu changer de mindset par rapport à ce sur quoi t'as pas de contrôle. Exactement. Pour te dire, en fait, même si la vague arrive, t'arrives tout de même à avancer c'est ça. Malgré ça. Il y a une manière, en fait, d'avancer, et c'est cette manière que tu choisis qui va faire en sorte que tu fasses la différence ou non. Soit tu vas être emporté, ou soit on va voir ta tête ressortir parce que toi, la vague est là, bah, tu te laisses à la fois emporter, mais en même temps, tu adoptes la posture qu'il faut pour sortir. Les autres vont dire, ah, il y a la vague, c'est quoi ça? J'espère que ça va changer. Non, ça changera pas. C'est toi qui changes ça. Ok, je vois. Donc ça, c'est le A de attitude. Par rapport à M de méthode, c'est de se dire, bon, par exemple, quand j'ai décidé d'être champion en 5 ans, il a fallu que je fasse en sorte qu'un entraînement en vale 3. De même que des fois, vous avez dans des boîtes des entreprises qui ont un peu ce qu'on appelle la réunionnite. Plein de réunions qui servent, enfin, qui sont efficaces ou non. Comment tu fais en sorte que, par le biais de méthodes bien établies, tu rendes ton accomplissement exponentiel, impactant. Donc après, en termes de méthode, c'est toi qui vas choisir selon, alors là, si on parle d'entraînement, moi, j'aime pas m'entraîner 2 heures. Je trouve ça long. J'ai pas le temps. Mais je vais très bien, par exemple, combiner un exercice de respiration avec du gainage et du dynamique. Je sais que ça va continuer à travailler après ma séance. Il y en a qui vont faire 2 heures d'un truc. C'est bien pour eux. Moi, je préfère mieux faire l'équivalent de 2 heures, mais en 30 minutes. Donc, la méthode qui va me permettre d'avoir aussi un contrôle, on va dire, indirect sur les choses. Je peux pas, exemple, toi, te contrôler, ou tu peux pas contrôler un salarié, tu peux pas contrôler ton adolescente à la maison, mais tu peux employer de la méthode pour impacter de manière indirecte. Que ce soit par la communication, choisir un biais de communication. Enfin, toutes ces choses-là. Et le A de action, action plus action plus action, ça donne quoi? Résultat. Ah, et entre les deux, avant les résultats? Ah, je sais pas. Ah, c'est toi qui poses des questions, c'est vrai.
Non. À force d'action, tu arrives à des habitudes. Ah À oui, partir ok, d'un moment où ok. tu décides de Donc devenir rituel champion, et... Hmm, il faut des rituels qui vont être en phase avec ce que tu veux devenir. hmm, Donc, quand j'ai commencé, il fallait que j'ai des rituels qui correspondent au champion que je voulais devenir. Il fallait que hmm, j'arrête de me lever à l'heure à laquelle je me levais, hmm, de consommer ce que je consommais. Enfin, tout ça. Il fallait que j'adopte des rituels en mettant de côté les excuses qui étaient nombreuses, hein. hmm. Je sais pas combien de pourcents de la planète est championne dans une discipline, mais les excuses sont nombreuses pour Très pas le peu. devenir. Ouais, c'est clair. Donc, il fallait absolument que j'impose ces rituels-là par des actions combinées qui allaient se Hmm. transformer en nouvelle habitude. Comme tu parles de rituel, parlons-en. Oui. Comment on fait pour créer un rituel? Enfin, tu vois, les auditeurs, des personnes, imagine une personne qui se dit, oh, demain, je veux, je sais pas, perdre du poids, demain, je veux sortir un livre, demain, je veux changer de job, tu vois. Comment on met en place un rituel? Hmm. Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, là, je vais essayer de résumer. Chacun, en fait, a sa porte d'entrée. Mhm. Si je commence par dire, il faut un pourquoi, vous avez des personnes, c'est des pragmatiques. Moi, si j'ai pas de pourquoi, il y aura pas de comment. Mm. Donc, j'ai besoin d'un pourquoi qui va me motiver à aller au-delà de la douleur que va générer le nouveau rituel. Parce Mm. que, après tout, si j'en suis là, c'est que j'étais bien. Si j'ai pris du poids, c'est que j'étais bien dans ce que je faisais. Après, peut-être que dans le passé, j'étais fit, Mm. j'étais plus slim. Bon, mais en vrai, j'étais bien. J'étais très bien. Donc, il faut qu'il y ait un pourquoi qui me permette de me dire, quand je vais adopter ce rituel-là, la douleur que ça va générer là, bah, ce pourquoi, il en vaut tellement la peine que pour moi, ça fait partie du deal. Mhm. Ça, c'est la première étape que je préconiserais. Mais Mhm. pour des personnes qui sont pas du tout là-dedans, j'ai un peu l'autre penchant, c'est de se dire, voilà, vous avez des personnes qui sont très pragmatiques et disciplinées. Ils veulent savoir quoi faire et quand. Mhm. Tu te listes en fait toutes les choses qui te semblent incontournables à faire pour valider le fait que tu es dans les bons rituels. Tu te les valides, tu te donnes une durée et tu te dis, cette chose-là, elle vaut le coup si, par exemple, je suis quelqu'un de pragmatique, je me dis, je veux perdre 10 kilos, je veux rentrer dans ma robe de mariage d'ici 3 mois. Je sais que à partir de 17 heures, je mange plus, je vais boire, je vais prendre une soupe. Je sais que je vais me lever à telle heure pour manger telle chose, je vais peser. Je vais vraiment faire des choses très, très pragmatiques. Mhm. Je vais boire 2 à 3 litres d'eau et la personne elle va suivre ça comme un robot jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Ok, Chacun sa ok, porte je d'entrée. vois, ouais, ouais. Mais dans les deux cas, les deux ingrédients seront nécessaires, des actions concrètes à répéter et une vision claire. Mhm. Il y en a qui vont la dessiner au fur et à mesure. Et entre les deux, des règles. Mhm. Parce que c'est très très simple de se dire, bon bah tiens, il faut que je sois motivé pour faire quelque Ouais, chose. parce que la motivation suffit pas, en fait. Enfin, j'ai l'impression que, C'est une arnaque. La plus voilà. belle des arnaques, c'est la motivation. Ouais. Je sais pas, les deux arnaques du siècle, c'est confiance et motivation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des mots, je sais pas si c'est l'origine latine qui fait ça, l'origine latine du mot, mais confiance, c'est quelque chose qui s'alimente au quotidien. Je peux pas avoir confiance comme ça. Je peux pas, non, ça se cultive au quotidien. D'ailleurs, l'autre arnaque aussi, c'est entrepreneur aussi. Attends, revenons sur la Voilà. confiance. Donc, Tu vois, confiance. la confiance, souvent, il y a cette différence qu'on fait souvent entre la confiance en soi et l'estime de soi. Oui. Toi, comment tu vois cette approche-là, tu vois? Parce que Bah, je peux quand je avoir, dis que c'est une arnaque, c'est parce que tu dis c'est un truc où bon, c'est une belle arnaque. ouais, C'est un fourre-tout, être en confiance, c'est pas pareil que avoir confiance. Je non, peux être en confiance et ne pas avoir confiance et ne pas avoir et ne confiance, pas pas avoir du tout. d'estime de soi aussi. Pour avoir la confiance, il va falloir qu'il y ait des choses concrètes qui nourrissent cette confiance. Et encore, tu peux très bien m'offrir un cadeau et derrière, ce soit un cadeau empoisonné. Enfin, Oui. la confiance, c'est une arnaque. La motivation, pareil. D'où tu attends que tout soit OK pour passer à l'action. Ce sera jamais OK. Mm. Et quand tu as des pics de motivation, c'est là où tu dois rester le plus calme. Quand tu es sur un ring, par exemple, tu vois que tu commences à prendre le dessus. C'est là où tu te prends un KO, quoi. Ouais. Tu te réveilles, tu es dans la douche, tu demandes Ouais. qui a enlevé tes habits. Tu Ouais. sais même pas ce qui s'est passé entre temps. Bah là, c'est pareil. Donc, Ouais. c'est pour ça que je dis que c'est une arnaque. Parce que Mm. c'est un fourre-tout et c'est plus conceptuel. Ouais. Après, la confiance en soi et l'estime de soi, tu peux très bien avoir confiance en toi et sans attribuer une valeur à ce que tu es ou ce que tu fais. Ouais. Peut-être qu'autour de toi, tu as des personnes qui sont ils font des choses très bien, mais pour eux, c'est normal. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui est très commun, notamment dans tout ce qui est francophone. Mm. De la culture faut pas trop montrer qu'on a réussi. Mm. Donc, je fais un truc bien.
j'ai confiance, mais j'ai pas d'estime. Mm. Et ça brise. Il faut un équilibre entre les deux. Complètement. Tout à l'heure, quand tu parlais de la boxe, tu as parlé de concentration, de visualisation, de mouvement. Et dans ça, ce que je vois, c'est cette alliance entre le corps et l'esprit. Chose, justement, tu as parlé de la culture française, il y a quand même une dichotomie entre ce qui se passe là-haut et ce qui se passe en bas, enfin, entre notre corps et notre esprit. Comment la boxe permet justement comment tu fais pour pouvoir mettre en mouvement ces deux éléments-là qui sont indissociables en réalité, mais qu'on dissocie souvent? Je suis aux alentours de 90% de mes combats gagnés par KO. Okay. Et les KO, à chaque fois, ce qui a été indéniable, c'est qu'il a fallu ajuster différentes choses, combiner différentes choses. Il fallait que je crée le timing, que mon corps soit relâché et que je puisse mettre le coup au bon endroit avec la précision et dans une posture qui n'était pas forcément la meilleure des postures, mais dans laquelle j'avais le plus de conviction. Donc timing, conviction, précision, c'est ce qui a ramené vraiment, c'est ce qui permettait vraiment de créer le chaos. Donc du coup, il a fallu que j'aligne à la fois le corps, la tête, l'esprit, donc l'esprit pour la conviction, le corps en termes de posture, et la tête pour me dire, allez, go. C'est parti, quoi. C'est parti. Ouais. Et si possible, c'est parti, mais dans un laps de temps super très réduit. Court, ouais. Parce que plus je commence à réfléchir, à me dire, est-ce que c'est bon, c'est parti, mais est-ce que t'es sûr? Et là, le timing est tombé. Oui, et là, clairement. Tu te fais contrer. Okay. Et voilà. Donc, la boxe, c'est un rappel permanent de ça. C'est que tu dois aligner les choses. Et cet alignement, c'est une quête permanente, c'est jamais quelque chose de figé parce que tout bouge. Ton adversaire bouge, l'arbitre bouge, le public bouge. Donc, c'est à toi, en fait, de faire bouger les choses ou de t'adapter aux choses pour pouvoir les bouger. Ok. Avant de creuser ton parcours en tant que tel, j'aimerais te demander qu'est-ce que la boxe t'a apporté personnellement? Tu vois, ça fait combien de temps que tu boxes? Ça fait plus de... Ouais, là, on va parler comme des vieux, là. Ouais. Non, ça fait plus de 20 ans quand même, hein. Ouais. Ça fait quand même plus de 20 ans avec comme j'ai dit, c'est un art de vivre, donc ça m'a jamais quitté. J'ai transposé ça au quotidien. Donc, ce que ça m'a apporté, la notion, par exemple, il y a pas de mauvaise ou de bonne décision. Il y a ma décision, point barre. Okay. Je parlais de choses un peu contre-intuitives, parce que si je vous dis oui, ça m'a apporté la détermination, blablabla. La rigueur. Oui, la rigueur, c'est enfoncer des portes ouvertes et on s'en fiche, ça. Donc, par exemple, pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a ma décision. Okay. Ça m'a donné aussi le fait de me dire que le monde des possibles, il est illimité. Donc, je vais miser sur mon potentiel et pas sur mes ressources. Mon potentiel est illimité. Mes ressources seront toujours limitées. Là, à l'heure où je te parle, si je me focalise sur mes ressources, elles sont limitées. Maintenant, si on s'interroge sur qu'est-ce qui est possible, ça peut être illimité, on peut rester des heures. Donc, en fait, la boxe m'a appris à miser sur mon potentiel. Et ça, comment tu fais? Bon, en fait, je cherche toujours à faire mieux et jamais à être parfait. Parce que quand tu dis, genre, je mise sur mon potentiel et pas sur mes ressources. Oui. Tu vois, concrètement? Concrètement, j'ai une capacité à un instant T et je me dis, qu'est-ce que je peux faire de mieux à partir de ce que j'ai? Et à chaque fois, ton maximum là d'aujourd'hui, ce sera ton minimum de demain. C'est comme ça que l'humain, il fonctionne. À chaque fois que tu vas faire un effort, cet effort là qui était compliqué à faire là sur le moment, quand tu reviens quelques temps après, tu te dis, mais c'est ça, là, j'avais du mal à le faire. On est comme ça dans ce processus. Mais du coup, ça veut dire que tu te bases quand même sur tes ressources pour augmenter ton potentiel. C'est ça. En fait, ma ressource, je la vois en termes d'énergie. D'accord. Okay. Pas en termes de faculté. Oh, ok. C'est ça, en fait. Parce qu'une faculté ou une compétence, ça se développe à force de répétition. Donc, j'arrête de vouloir être parfait. Et je me dis, non. En fait, je vais passer de la quête de la perfection à la quête de l'excellence. C'est-à-dire que je vais passer du vouloir faire bien avec la validation extérieure, ça, je m'en fiche, à faire mieux jusqu'à ce que ça convienne, en fait, jusqu'à ce que ça me convienne. Parce que il n'y a pas de mauvaise ou bonne décision, il y a ma décision. Et ça, justement, tu dis, la validation extérieure, tu t'en fiches. Est-ce que c'est quelque chose, aujourd'hui, c'est le cas? Ça a toujours été le cas ou pas? Non, parce qu'en fait, je sais pas pour toi, mais je viens de culture où j'ai vu des personnes se mettre sur leur 51 le samedi à sortir le meilleur pagne. Parce que ça faisait bien de faire en sorte que ce soit un pagne différent du samedi d'avant. Enfin, la validation sociale dans certaines cultures, elle est très présente. Et ça, c'est pas qu'en Afrique, c'est partout, hein. En France aussi, c'est comme ça. Et donc, j'ai grandi un peu avec ça. Mm-hmm. Et de l'autre côté, j'ai pas eu le choix que de me dire comment je fais différemment et comment je fais mieux. Et forcément, je vais aller dans les endroits où je ne saurais pas les choses.
La première fois, je me suis retrouvé avec trois fourchettes, trois couteaux d'un côté et de l'autre et je leur ai dit, mais pourquoi vous faites 3 fois plus de vaisselle? Les gens ont ri. J'ai dit, rigolez, rigolez, mais donnez-moi la réponse. Oui, en soi, oui. Voilà. Et ça a été que ça dans mon évolution. Mm. Donc, à partir d'un moment où j'ai constaté que quand j'étais le plus bête dans la salle ou quand les gens rigolaient, mais que j'arrivais à chaque fois de rire en rire, à avoir un savoir différent qui me permettait de m'améliorer, ça m'a permis de prendre la décision de vraiment de miser sur ce côté-là, de ne plus avoir affaire à la validation sociale. Plus le temps, vraiment plus le temps. Les fois où je suis monté sur le ring, t'as des cris de singe. Tu fais comment? Tu vas dire aux gens, je suis pas un singe, je mange pas que des bananes. T'as pas le temps. C'est les mêmes qui applaudissent à la fin. Donc pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a que ma décision. Et après, c'est tout le temps faire de son mieux, être à la quête de l'excellence et arrêter de chercher la perfection. La perfection, ça appartient au créateur, mais pas à moi. Trop bien. J'aimerais en savoir plus sur toi, du coup. Let's go. Je sais que tu es né à Melun, oui, dans le 77. Et j'aimerais savoir quels sont tes souvenirs d'enfance, comment tu étais petit, quels étaient tes rêves, dans quel contexte tu as grandi, enfin bref, voilà. Alors Melun, je me souviens de Melun, je sais pas c'était quel quartier, mais j'aimais bien parce que il y avait la chaleur familiale, il y avait ces fameux parcs qui avaient en bas des immeubles, avec les trucs qui tournent, et je me rappelle des moments en famille là-bas. Après, je suis allé à Meaux. Entre-temps, j'avais fait Coulommiers aussi, mais bon, ça, je me souviens pas du tout. Meaux, je me souviens très très bien. Il y avait à la fois le côté cathédrale, le côté, on était dans des quartiers qui ont été balayés, donc dans le quartier Beauval. Il y avait des gros blocs d'immeubles et chaque bloc d'immeuble avait un nom. Moi, j'habitais dans le bâtiment Champagne, mais dans ce bâtiment, il devait y avoir au moins 1500 personnes dedans. C'était un gros bâtiment, quoi. Et en bas, c'était les tournois de foot des gens du bâtiment. Il y avait c'était vraiment une ambiance où, pour l'extérieur, on était dans une cité. Il devait y avoir, il y avait des conflits de grands. Les grands avaient des conflits, mais nous on les voyait pas, quoi. Et les grands nous protégeaient, nous disaient, allez, rentrez. Après, on sortait des fois de nos quartiers respectifs pour aller se balader en bord je crois que c'est la Marne, je sais plus, où il y a un canal aussi, j'ai oublié. Et c'était franchement une vie agréable, paisible. J'allais à l'école Condorcet. À l'époque, des profs qui tapaient. Moi, Madame Marcos, je m'en souviens, on m'a tapé avec la règle. Taper? Ah, elle tapait, bien. Et si tu pouvais pas en parler à la maison, parce que sinon, tu pouvais avoir une double ration. Oui, pourquoi on t'a tapé? Ah bah voilà, on va te retaper. Donc, c'était un peu ça, l'enfance. Après. T'as des frères et sœurs? Oui. Une petite sœur et j'ai aussi un grand frère mais qui est arrivé par la suite parce que lui il habitait au pays donc il est arrivé sur le tard. OK. Et du coup tu vis avec tes parents? Ah oui, sur la période de Meaux, oui, ils étaient ensemble, oui. OK. Oui. Et tes parents viennent d'où? Raconte-moi un peu. Mes parents viennent du Ghana. Donc à chaque fois je disais Ghana, j'en disais Guinée, non, Ghana. Oui, parce que pays anglophone moins connu. Voilà, moins connu. En France en tout cas. Ah, c'est à côté du Congo, vous mangez du singe vous aussi? Mais Congo, ils mangent pas de singe, le Ghana pas. Enfin bref, mais je suis né en France sinon. Donc je viens du Ghana, mon premier voyage au Ghana c'était en 2004. Ça a été une claque pour moi. Et suite à ça, par exemple, j'ai plus perdu de combat. C'est là où je me suis intéressé aux grandes écoles. C'est là où je me suis dit vraiment, je vais entreprendre. Ça a été suite à ce voyage-là qui a permis de répondre à la question qui je suis, d'où je viens. Je suis français d'origine ghanéenne et je vais devenir ce que moi je veux. Voilà. Et donc, quand tu étais petit, est-ce que tu avais des rêves particuliers? Est-ce que tu te disais j'aimerais devenir ça plus tard ou pas? En fait, mes rêves se sont construits. Là, dans le livre que j'ai écrit, j'explique d'où sont nés mes rêves et il y a eu un déclic. Il y a eu un élément un peu, je vais pas dire dramatique parce que tout le monde a son histoire. Moi, je suis vraiment pas dans la. Mais dramatique selon toi? Oui, selon moi. Voilà, Donc voilà, il y a eu vraiment un élément déclencheur. Un élément déclencheur pour lequel moi je me suis vu vouloir mettre un terme à ma vie. J'avais 8 ans parce que j'avais assisté en fait. Au suicide de ma belle-mère enceinte en face de moi. Elle était passée par ma fenêtre. Et moi, je me suis dit, waouh, j'ai même pas pu l'aider, machin. Enfin, et il y avait pas le suivi psychologique, tout ce que tu veux derrière, en fait. Donc, tu te retrouves quelques jours plus tard, t'es tout seul. Et tu vois cette fenêtre par laquelle elle est passée. Et puis, en plus, moi, je suis allé regarder et j'avais l'impression qu'elle me regardait encore. Donc, donc, je me suis mis en bordure de fenêtre. Je me suis dit, je vais aller la rejoindre pour lui dire que voilà, je suis désolé, tout ça.
Et au moment, donc, j'étais en train de m'exercer et je me disais, mais ça fait mal quand même, hein, si on tombe, hein. Alors, je me suis dit, bah, tiens, ça sera bien fait pour moi. Mm. Et sur le dernier, on va dire, le dernier mouvement, je me dis, ah, je me suis rien dit d'ailleurs. J'ai eu des images. Je sais pas si vous avez connu La Petite Maison dans la Prairie, par exemple. Ouais. Cette série, Une vie de famille, les trucs avec Michael Kyle. Ah, oui, bien sûr. J'avais des références un peu abstraites comme Dragon Ball Z. Ok. Et tout ça, c'est venu. Je voyais une table avec de la salade, pas d'alcool. Je voyais une famille comme dans La Petite Maison dans Dans la la Prairie. prairie, ouais, la Je famille pensais que Ingalls. j'allais être comme Charlie Ingalls, que j'allais Ouais. avoir ma Caroline qui allait m'enlever mon chapeau quand je reviendrai du boulot. Une vie de famille paisible où il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui fait ça, quoi. Et là, je suis redescendu de ma fenêtre. Et à partir de là, vraiment, j'ai eu plein de rêves qui ont commencé à venir. Et c'était quoi ces rêves? Une famille, des enfants, de se dire que je serai là, je vais entreprendre, je vais faire quelque chose en fait pour être dans une maison, parce que là, on était quand même au 7e étage. Il y avait quand même une bonne ambiance. On allait là, c'était bien, mais je voulais une maison, tout simplement. Je voulais bouger, voyager. Parce que ma mère m'avait offert par la suite, comme mes rêves ont commencé, quand ma mère est arrivée, parce que ma belle-mère, elle a eu ça après que ma mère est arrivée. Mm. Elle m'avait offert comme cadeau un Larousse illustré. D'accord. Et donc j'ai appris la capitale des pays. Je me disais, bah tiens, et puis j'ai essayé de voir à quoi ça pouvait ressembler. Il n'y avait pas d'internet ou de Google à l'époque, on est dans les années 90. Et c'est comme ça que j'ai construit mes rêves. Ça reposait autour de, il faut que je trouve quelque chose pour avoir une maison, avoir une famille, pour laquelle je vais être présent et ils vont se sentir sécure. Et on va faire le tour du monde, quoi. On va aller découvrir le monde. On va faire quelque chose pour le monde. Voilà. Et ça, après, comment tu l'as entretenu? Parce que tu vois, il y a effectivement cette ouverture que Oui. tu as au monde, grâce au Larousse. Je pense l'école aussi peut-être a aidé, je sais pas. Mais en tout cas, à quel moment tu t'es dit, par exemple, si on revient à la boxe, à quel moment tu t'es dit, tu passes de ça à je vais être champion de boxe? Parce que tu vois, il y a quand même un espace, quoi. Tu dis ça à 16 ans, non? Oui. Ouais. À quel moment, en fait, être champion de boxe, ça n'a pas été... Enfin, en tout pas cas... kiffant, mais il y a eu un autre incident de vie. Ouais. Il y a eu un autre... Suite à ça, après, du coup, moi, mes parents, ils se séparent et j'habite avec ma mère. Et ma mère, c'était vraiment... La Simone Veil. Ah, c'était ma Simone Veil, vraiment. C'était... elle avait... Et elle a, parce qu'en fait, tu te rends compte que quand t'es quelqu'un, tout ce que tu fais, ça traverse les temps. Aujourd'hui, on n'hésite pas à prendre des citations de Platon, de je ne sais qui a déjà vu Platon. Bon, bah là, c'est pareil. Et en vivant avec elle, du coup, elle a commencé à tomber malade, mais elle restait fière. Et je savais pas qu'elle était malade. Elle me disait, mais t'inquiète, c'est juste mal au ventre. Après qu'on a commencé à lui raser la tête et tout, ça me faisait bizarre. Elle était tellement fière de ses cheveux, parce qu'elle avait arrêté le défrisage, elle s'était mis aux cheveux naturels. C'est qu'une femme, on n'avait pas... Bon. Désolé, hein. Et quand elle est partie, tout simplement, elle m'avait laissé avec des promesses. C'était, il faut que tu deviennes un homme meilleur. Il faut que tu sois le meilleur possible. Et devenir un homme meilleur, ça se traduisait par des choses, dont essayer de veiller sur ta sœur, essaye de accède au savoir, parce que elle a appris à lire et à écrire avec moi. Et elle voulait absolument me montrer ce qui pouvait se passer si jamais on n'accédait pas au savoir. Donc c'était des choses comme ça. Et donc dans le vouloir être meilleur, quand elle est partie, l'un des outils qu'il y avait, c'était le sport. Je voulais faire du tennis, mais j'avais pas les moyens de continuer. Par contre, je frappais fort la balle, j'étais engagé sur chaque balle. Moi, je cours, je saute, je m'en fiche. Faut que ça passe le filet. Ah oui, oui. Avant ça, je faisais du foot quand elle était parmi nous. Je faisais du foot, mais on savait qu'elle allait avoir de l'action. Tu passais, t'étais attaquant, tu me passes la balle ou je te casse. C'était un style j'avais un style très engagé. T'étais déter. Toujours. Et donc, du coup, avec la boxe, je me suis retrouvé dans la boxe parce que quand je suis arrivé là-bas, ça a réveillé beaucoup de choses chez moi. Et en plus, on me proposait un statut, des conditions qui me permettaient et de retourner en cours et de travailler. Et pour ça, j'avais juste à adopter un style de vie, quoi. Et donc, ça me faisait grandir en tant qu'être humain. Donc, moi, j'étais en train de répondre à ma promesse de je deviens un bonhomme. Je vais entreprendre quelque chose dans ma vie, je vais retourner en cours et je vais devenir meilleur. Et donc, c'est comme ça que c'est venu. Mais après, il fallait que je me fixe des objectifs. C'est bien de dire devenir meilleur, ça veut dire quoi? Devenir meilleur, bah, c'est qui le meilleur dans le truc? Ok, il ressemble à ça. Et le meilleur, c'était un gars impressionnant. On l'appelait Mister Nucléaire. Il te mettait un coup. J'avais assisté à des combats où il avait fait tomber ses adversaires à l'extérieur du ring. Et moi, je me disais, bah, donc, dans ce cas-là, c'est lui qu'il va falloir que j'aille battre.
Il y en a, ils m'ont dit, mais calme-toi déjà, tu t'arrives même pas à lever ta jambe, t'as même pas de cardio, t'es même pas champion de Paris, t'es déjà en train de regarder champion du monde. Voilà. Ce que tu dis est vrai, hein, tu vois, on se fixe souvent des objectifs et après on se dit, ok, mais comment on va l'atteindre? Oui. T'as effectivement cette ouverture au monde, cette ambition que tu nourris et que tu dis tu veux devenir un homme meilleur. Mais est-ce que dans ça, quelles ont été les difficultés? Ou est-ce que tu as fait des rencontres? Parce qu'il faut qu'on voit aussi ton potentiel. Tu vois, je trouve que c'est parfois, enfin, je pense juste autour de moi, tu vois, des gens qui veulent faire des choses, mais qui savent pas par quel bout prendre le truc. Toi, comment ça s'est passé pour toi? En fait, justement, t'es là, tu dis, je vais être champion du monde. Ok. Donc, c'est comme si tu avais une lumière au bout. Mais concrètement, tes pieds, ils sont où, là? Tu vois, je commence par quoi? Pareil, je me suis dit, bah, déjà, ne serait-ce que faire son sac, il faut préparer son sac. Où est-ce qu'on s'entraîne? C'est à quelle heure? Au-delà de s'entraîner même, qu'est-ce qu'il faut en termes d'alimentation? J'ai commencé, en fait, à déjà changer mes références. Mes amis, c'était c'était des grands rêveurs. Il y en avait beaucoup qui passaient pas à l'action. Mais ils étaient gentils, hein. Franchement, c'était mes frères. Mais il a fallu déjà que je change mes références, que ce soit même de style musical, de style d'amis, de le varier, d'aller voir des gens qui pratiquent aussi la discipline, des gens qui sont aussi ailleurs, qui veulent essayer d'aller dans d'autres types d'écoles, qui vont ne serait-ce qu'à l'école. Et de me dire, bah voilà, faire ton sac, t'entraîner, boire tant. Je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse au quotidien de manière concrète pour qu'après, au fur et à mesure, se dessinent mes premiers objectifs. Mais il fallait que je sache. Donc, c'était ça. Et ça, du coup, tu t'entoures de personnes. Bon, au départ, tu les as pas, ces personnes-là. Ok, c'est ça. En fait, plus tu grimpes et plus tu as les personnes qui viennent. Au départ, t'es seul et des fois même t'es isolé. Je sais pas si ça arrive à d'autres personnes, mais elles veulent se lancer, mais elles se rendent compte que juste autour d'eux, autour de ces personnes, c'est là où il y a les premiers freins. Et c'est comme ça, en fait, que les choses démarrent vraiment. C'est quand tu vois que t'es seul dans ton truc. Le pire, c'est quand tu es entouré, je crois. Parce que les gens, tu sais qu'ils vont te lâcher. C'est ton ambition, c'est pas celle des autres. Il y a pas mal de personnes, par exemple, qui se disent, moi, je vais faire du sport, je vais y aller avec une copine, je vais avec un copain. En général, ces gens-là, ils tiennent pas longtemps du tout. Du tout. Donc, ça a été un ensemble de choses, de changer ses références, changer son environnement, et juste de lister des choses très pragmatiques et pratiques à faire. Mais vraiment à faire. Garder un sac propre, un sac de sport propre. Vous avez pas mal de personnes, on les virait de la salle parce que leur sac, ça sentait mais un truc de fou. Tu respecte-nous, respecte-toi, enfin respecte-toi et respecte-nous, quoi. Et à force d'adopter ces choses-là, au fur et à mesure, tu cherches à faire mieux avec ce que t'as. Et tu vois que tu te rapproches petit à petit de l'état d'esprit du champion du monde. Et quand tu deviens champion du monde déjà dans ta tête, après le reste, le matériel, les bonnes personnes, le gars qui va te masser, le dentiste. Moi, j'ai eu le droit à un gars qui s'appelle Richard Lévy. Il m'a aidé, il m'a fait des vrais protège-dents professionnels qui font que quand tu te prenais des gros coups, ça te déplaçait pas toutes tes dents. Il m'a offert ça. Ce que tu dis est intéressant parce que, mais à la fois je le challenge. Parce que, donc tu dis, c'est plus tu grimpes et plus tu rencontres les bonnes personnes. Mais déjà, grimper, c'est difficile. Tu vois? Parce qu'en fait, faut pas penser à grimper. Faut penser, en fait, à rayonner. C'est-à-dire, faut que t'étendes ton cercle. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, à partir de toi, ce que tu Oui, mais à un moment, il y a quelqu'un qui va t'aider, quelqu'un qui va te tendre la main, ou bien, tu vois. Il y a personne qui t'aide, en fait. Okay. J'ai pas rencontré des gens qui sont venus m'aider en se disant, il a pas de bras, mais il va faire bien de la boxe. En fait, c'est parce que moi, j'ai étendu avec mon implication, ma discipline et ainsi de suite. Les gens, ils se sont dit, ils viennent m'aider. C'est-à-dire, j'avais pas de quoi forcément payer tout de suite, mais je vais investir en lui. Oui, c'est ça. C'est ça dont je parle, hein. C'est ça. Donc, mais par contre, j'ai pas cherché à grimper dans le sens niveau élite, les niveaux des classes et tout ça. Mais j'ai cherché vraiment à rayonner, à étendre et aller vraiment plus loin que là où j'étais. Non, mais d'accord. Non, mais du coup, on s'entend. Parce qu'en fait, moi, ce que je comprenais, c'est le côté, enfin, tu vois, le discours un peu à la self-made, tu vois, me, myself and I, c'est moi qui ai tracé ma route, mais je pense que le truc est toujours collectif, quoi. C'est impossible. Il y a pas de self-made man. Moi, j'y crois pas du tout, ça. Voilà. Moi, c'est juste ça que les gens, moi, je le dis haut et fort, hein, et puis, challengez-moi. Je vais pas dire vous êtes des menteurs quand vous dites que self-made man, mais je pense que c'est un gros raccourci. Ouais. Tu ne fais rien tout seul. Et,
quand tu es tout seul et que tu arrives au sommet, comme on dit, on peut vite tuer un révolutionnaire, mais on tue pas une révolution. Tu as intérêt, en fait, à t'entourer et créer une organisation. Déjà, tu as intérêt à le faire. Mais si tu retraces ton parcours, tu as eu à te connecter à des personnes. Maintenant, tu as des personnes qui, une fois quand tu es arrivé jusqu'au bout, s'attribuent ton parcours à toi. Oui. Ça, c'est... Sans moi, tu serais rien. Les phrases comme ça, je les ai entendues, quoi. Sans moi, tu serais rien. Et ça, c'est du poison, ça. Bien sûr, ça, je suis d'accord. Chacun, en donnant, s'est donné d'abord à lui. Toi, en donnant, tu t'es donné d'abord à toi. Mais tu es obligé de créer des synergies. Bien sûr. Pour avancer. Il n'y a pas de self-made man ou self-made woman. C'est pas vrai. Et tout à l'heure, tu disais justement que la boxe, c'était pas ton rêve, quoi. Enfin, tu l'as fait, cool. Et quand tu es devenu champion du monde, du coup, comment le déclic s'est fait pour transformer? Tu passes du sport à ce que tu fais aujourd'hui. À partir d'un moment, en fait, la première fois que je deviens champion du monde, je me rends compte que c'est pas que c'est nul, mais en fait, j'avais tellement visualisé que c'était le fait de voir la réaction des gens qui me faisait réagir. Mais je me suis très vite demandé, c'est quoi la suite? Et quand j'ai vu ma prime, ça m'a rappelé qu'en fait, je faisais pas ça non plus pour l'argent, mais pour quelque chose qui a de l'impact. En fait, j'ai nourri des valeurs, ok, tu voulais devenir un homme meilleur. Très bien. Quand tu reçois ton chèque, tu dis, t'avales ta salive, tu dis, waouh. Et quand tu vas voir le voisin, la voisine, tu vois qu'elle a été payée un peu plus, et tu vois que c'est même pas, tu peux même pas expliquer ce que tu as gagné en termes d'argent, donc ça te rappelle qu'il y avait quelque chose qui allait au-delà dans ta démarche. Sinon, tu vas tomber en dépression. Et peut-être que même je suis tombé en dépression, mais je savais pas si ça s'appelait une dépression. Et il a fallu que je me dise, mais c'est quoi le sens que je donne à ça? Et un jour, il y a eu un incendie dans l'une des villes, enfin l'un des quartiers dans lesquels j'ai grandi, boulevard Vincent Auriol, dans le 13e arrondissement. Et là, je me suis dit, ça peut être pas mal d'essayer de redevenir champion du monde. Mais cette fois-ci, en fait, de contribuer à verser des bénéfices pour une structure qui va installer des détecteurs de fumée pour faire en sorte d'éviter ce type d'incident. Mais là, ça a été ma première connexion avec le fait d'entreprendre un impact. De se dire, tu vas contribuer à organiser un truc, t'es pas juste sur le ring, tu vas aussi aller mobiliser d'autres personnalités, tu vas avoir un budget, et là, ça a été juste génial de se dire que tu peux faire quelque chose qui a un impact, mais avec une viabilité économique dans un sport où, au départ, il n'y a pas d'argent. Mais avec des valeurs, tu peux créer de la valeur. Et après, ça a été vraiment, vraiment ce qui a guidé le reste de ma vie, en fait. J'ai compris que c'était pas d'argent dont j'avais besoin. J'avais besoin d'un cap et de valeurs qui allaient me permettre de créer de la valeur. Parce que j'allais trouver des solutions à certaines problématiques. Et là, on en avait une grosse. C'est qu'il y a pas mal de personnes qui vivaient dans des immeubles insalubres avec le risque d'y passer s'il se passait quoi que ce soit. Intéressant, parce que du coup, moi, tu vois, cette notion, je l'appelle la traversée du désert. Tu vois, cette notion où tu te dis, ce moment où tu sais pas trop, tu fais des choses, mais tu sens pas le sens. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu t'es reconnecté à toi lors de ton retour au Ghana. Cette reconnexion-là, qu'est-ce que ça a changé en toi? Enfin, tu me dis, OK, c'est des valeurs d'impact, mais par rapport à tout ce qu'on se disait tout à l'heure, par rapport au fait, par rapport à ce que tu disais ta maman, par rapport à tout ça, comment aujourd'hui tu donnes sens à tout ça? Alors, comment je donne sens à tout ça aujourd'hui? Alors, la première question, c'était qu'est-ce que ça a déclenché en moi? Ça m'a ouvert au monde des possibles. Et il y avait le mot impossible, là, c'était pour les autres, c'était plus pour moi. Quand je me suis rendu compte de l'histoire de ma mère, je me suis dit, waouh, en fait, mais à l'époque, je me suis dit, mais t'es un rigolo, toi, tu plaisantes. C'est-à-dire que cette dame a eu le cran de quitter son pays sans savoir lire et écrire pour te mettre au monde avec tes presque 5 kilos, là, et toi, tu te plains. Enfin, je me suis dit, allez, c'est fini. Donc, ça m'a ouvert vers le monde des possibles. L'autre côté, ça m'a réconcilié. Parce que ça, tu l'as appris quand t'es parti au Ghana? Oui, j'ai appris plein de choses qu'elle avait faites, mais là-bas, moi, elle m'avait pas dit tout ça, en fait. Elle m'avait vraiment pas dit tout ça. Parce que, juste, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que quand tu me dis qu'elle est venue après, mais toi, t'es né en France, on est d'accord? Moi, je suis né en France, en fait, mes parents s'étaient séparés, après, ils se sont remis ensemble. D'accord. C'est comme ça, après, que ma petite sœur est venue. D'accord, ok. Voilà. Et donc, du coup, Et ça, juste une parenthèse, quand t'es parti au Ghana, pour avoir ces informations-là, t'as posé des questions, parce que je te pose cette question-là parce que, on sait parfois dans certaines cultures, c'est la parole, enfin, les choses ne se disent pas.
Ouais. Hein, ne se disent pas. Donc, comment t'as fait ça? Comment t'as fait parler les gens pour avoir justement ces informations-là qui t'ont permis, toi, de te construire? Ah, mais en fait, j'étais Mister Why. J'étais Monsieur Pourquoi. Ça les gonflait. Hmm. Ils ont une pudeur avec l'histoire, je la comprends pas, parce qu'une fois que moi j'ai été au courant de ça, mais ça m'a, il y a encore les frissons qui sont là, c'est un truc de fou. Tu te dis, mais en fait, mais ouais, mais en fait, par exemple, j'ai appris qu'il y avait des empires. Moi, je pensais que l'Africain s'était fait que fouetter, en fait. Qu'il y avait que des trucs en fait, il y a une histoire. Il y a des parcours d'exception. T'as, quand tu reviens de ça, même t'as une alimentation aussi. Quand tu manges du manioc, j'avais pas besoin de manger 3 fois par jour là-bas. T'as, t'as un rapport, en fait, à la créativité qui est autre, un rapport à la foi qui est autre. Donc quand tu reviens d'un voyage comme celui-là, tu dis mais concrètement, oh, stop. Le personnage le plus foncé, c'est pas forcément le plus méchant. T'as pas besoin de mettre de la crème pour claircir. Parce que j'avais vu dans certaines familles des gens, voilà, ils mettaient de la crème pour claircir à leurs enfants. Mhm. Enfin, parce qu'ils connaissaient pas l'histoire en fait. Mhm. Ils étaient en mode survie et en mode ils étaient dans un mode il faut qu'on se fasse accepter par tous les moyens. On Mhm. va suivre la mode, on va porter des marques qui viennent d'ailleurs et tout ce qui vient de chez nous. La fameuse assimilation à la française. C'est ça. Et qui fait beaucoup de mal. Qui fait vraiment beaucoup de mal parce qu'en fait, te créer une identité, c'est pas copier une autre. Tu peux très bien prendre les différents ingrédients et te dire, mais qu'est-ce que je prends de meilleur? Bien sûr, il y a des lois, mais essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, c'est rien de pire, surtout quand tu hiérarchises en te Mhm. disant, bah, l'autre, si il a les cheveux lisses, bah, il est forcément mieux que moi. Mhm. Et donc, en revenant de là-bas, bah, je me suis rendu compte que c'était bien, en fait, des vrais cheveux naturels, en fait. Que c'était bien, en fait, de connaître, ne serait-ce que, ok, il y a ton histoire, mais il y a personne que tu veux devenir. Mhm. Et de te mettre vraiment dedans, dans une dynamique du possible et pas dans le truc de je vais me plaindre ou je vais geindre par rapport à un passé que t'as même pas vécu, en fait. Mhm. Donc, ça a été beaucoup de choses. Là, je dis un peu dans le désordre, mais ça a été un vrai déclic, une vraie claque. Et toi, avant, du coup, ça veut dire, est-ce que tu te sentais pas, enfin, du coup, oui, parce que tu t'es reconnecté à toi, mais plus dans l'aliénation? Parce que tu vois, enfin, je me dis, si tu connais pas tout ça et que tu as vécu comme ça pendant, quoi, 30 ans? Non, moins? Non, j'avais Bah, pardon. 20 ans, 20 ans, 21 non, ans, ça va alors. 21 ans, oui. Oui. Non, mais il Bon, fallait ça pas va. me parler d'Afrique, en fait. C'est juste, il fallait juste pas me parler d'Afrique. Pourquoi tu rejetais ça? C'est à cause des Parce que, parents, à cause de la non, famille, parce à que, cause à de... partir d'un moment, je sais pas, moi, t'as 20 ans, tu veux parler d'aller, lire un livre avec quelqu'un, là, avec je sais pas, avec une fille, dire lire quoi? Allez, va là-bas. Et tu te dis, dès que tu vas faire un truc, entre guillemets, que ce soit pas du divertissement, tu te fais, mais juste charrier, quoi. Hmm. Dès que nous, il y a une histoire assez particulière, mais au niveau de tout ce qui était communautaire, je voyais que c'était pas du tout efficace. Que quand il y a quelqu'un à qui il arrivait quelque chose, il y avait rien. Dès qu'il y avait une arnaque possible, j'avais l'impression que c'était fait par quelqu'un de la communauté ou d'une pseudo-communauté qui n'existe pas, en fait. Hmm. Donc pour moi, en fait, avec toutes ces choses-là, quand tu commences à évoluer dans le sport de haut niveau, plus tu évolues aussi dans tes diplômes et tout, je voyais de moins en moins en fait de personnes qui étaient intéressées par les études, entreprendre. J'avais pas beaucoup aussi de références en fait de personnes. J'avais pas ça. À l'époque, moi, les références à la télé que j'avais, c'était Magloire, Vincent McDoom. Ah oui, il y avait Eddie Murphy. Il était marrant. Ah oui, il y avait Will Smith aussi, le prince de Bel-Air. Mais, ouais, mais ils sont américains. Voilà, ils sont américains, mais en France, j'avais quoi? Ah, il y avait quoi? Il y a Mousse Diouf, regretté Mousse Diouf, que j'aimais beaucoup, humainement un top. Mais il y avait qui? Hmm. Il y avait quoi? Tous les dessins animés que je regardais, bah, dès que t'étais foncé, t'étais méchant. Et moi, j'ai grandi vraiment dans t'as des frères et sœurs de valeur. Donc, c'est pas les gens forcément qui sont de ta couleur qui sont ceux qui te voudront le plus de bien. Et après, ça, c'est vérifié. Donc, du coup, quand je suis allé là-bas, ça m'a réconcilié avec tout ça. Parce qu'en fait, c'est pas du tout une histoire de couleur. Mais, le noir était associé à quelque chose aussi de classe, de fort, d'une histoire, de résilience, parce qu'il y a différentes manières de se construire. Et quand tout le pouvoir t'est enlevé, tout ça, que t'es encore vivant, c'est qu'à un moment, tu sais faire preuve de résilience, et ça, c'est un cadeau de se dire que, waouh! Donc, voilà. Ça a été tout ça, ce voyage. Quand j'ai préparé l'interview,
Enfin, j'ai fait plein de recherches sur toi. Et la mort est assez présente. Mhm. Et j'aimerais te poser une question sur ça, sur comment est-ce que tu vis les deuils Mhm. et qu'est-ce que tu peux en dire pour les personnes qui nous écoutent, qui ont eu à traverser ou qui traversent des deuils. En tout cas, quand je suis venu à cette émission, podcast, C'est je dur de dire savais podcast. que ça allait être différent. Toi, tu me poses des questions qu'on me pose tellement rarement, voire pas du tout. Donc, bravo déjà. Le Merci. rapport à la mort, en fait, j'aime beaucoup la culture asiatique parce que c'est celle que j'ai approchée avant de connaître ce qui est en lien avec l'Afrique, en sachant que l'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent, c'est juste fabuleux, c'est faramineux. Donc, ce qui est en lien avec la culture asiatique, j'en ai retenu pas mal de choses, dont un proverbe japonais qui dit plus tu t'accroches à la vie et plus tu meurs, plus tu as conscience de la mort et plus tu vis. Et moi, mon rapport à la mort, il est quand même celui-là, c'est qu'il y a eu pas mal de connexions à ça, direct ou indirect. Et au final, je me rends compte que ça m'a juste permis d'apprécier encore plus la vie. Mm. Après, il y a eu ces moments de up and down, de haut et de bas, qui m'ont amené aussi à comprendre que travailler sur soi et avoir de la vulnérabilité, c'était pas de la faiblesse. Je peux très bien m'engager à 200% avec toi, il y a pas de problème. Mais si j'ai un moment où je dois faire en sorte qu'il y a quelque chose qui s'évacue, je vais l'évacuer parce qu'après j'ai pas le temps. Il y a vraiment pas le temps parce que tout de suite je vais me remettre dans le qu'est-ce qu'il faut faire. Mm. Mais j'ai pas envie de passer un temps indéfini à me ressasser tout ce qui va pas ou être dans la peur de la mort parce que je veux m'accrocher à la vie. Moi je m'accroche pas à la vie en fait. Mm. Je m'accroche à ma mission qui doit durer ce que ça doit durer. Mais sur le temps que ça va durer, il y aura tellement de densité que ça traversera les temps. Tout comme là, quand je parle de ma mère, elle est partie en 98, on est en 2023. Oh, ça fait 25 ans. C'est un truc de dingue. Mais j'ai l'impression que j'ai encore le son de sa voix. Mm. J'ai encore l'intonation de sa voix. J'arrive même à imiter sa voix. Mm. Donc quand tu es là pour quelque chose qui est plus grand, tu t'accroches tu t'accroches plus à la vie. T'as conscience de la mort, donc tu vis, tu vis, tu vis. Et tout ce qui peut t'alourdir, là, bah, ok, tu l'évacues, tu le travailles, et tu t'en débarrasses, et tu t'allèges. Mm. Donc, le rapport à la mort, c'est celui-là. Et pour ceux qui vivent des deuils, quel conseil tu leur donnerais? N'hésitez pas à travailler, en fait, sur vous, n'hésitez pas à accepter la douleur, euh, toutes ces émotions, je crois que ça veut dire, c'est énergie, émotion, c'est le mouvement, c'est énergie en mouvement. Mm. Accepter. Ça passe, ça vient, ça passe, quoi. Ça vient, ça passe, mais il faut l'accepter et il faut transformer cette énergie en source, en potentiel et pas en poids qui va vous alourdir. Donc, le deuil, c'est quelque chose qui se traite, la douleur du deuil, en tout cas, ça se traite. C'est faux, en tout cas, moi, ce qu'on m'a mis dans la tête de t'es un bonhomme, même pas mal, t'es là. Parce que quand c'est sorti là, waouh, il fallait que ça sorte. Mm. Fallait que ça sorte pour éviter après de tomber dans les schémas de tu veux être sauvé, dans les schémas où tu vas faire le Calimero pour exister. Mm. On arrête ça. Mm. On arrête ça. En fait, c'est le cycle de la vie et c'est un cycle obligatoire qui se traite, qui se bosse. Et surtout, messieurs, quand on bosse sur nous, c'est pas du tout de la faiblesse, au contraire. Voilà. C'est ça qui fait qu'on grandit, en fait. Mm. Et c'est un grand bonhomme qui nous dit. Ah, ouais. 1m94. Il y a une notion dont je parle aussi dans ce podcast, celle de sweet spot. C'est Oui. l'endroit où on se sent bien et à sa place. Mhm. Est-ce que tu peux me dire en quoi tu te sens à ta place aujourd'hui ou pas, hein, et pourquoi surtout? En fait, j'ai compris que, tu sais, on parle beaucoup de réchauffement climatique. Mhm. Demain, tu imagines, toi, une scène où les gens devront demander asile pour aller dans des pays d'Afrique, par exemple? Écoute, c'est possible. C'est possible. En fait, je suis en train de me rendre compte que je suis un citoyen du monde et que cette phrase, c'est pas une phrase de Reggae Man ou je sais pas qui, de gens perchés. Je me sens vraiment à place dans le monde, mais en sachant que je suis l'équivalent de moins qu'une fourmi, en fait. Mais je suis dans cette fourmilière qui se sent vraiment bien à sa place dans ce monde. Mm. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une mission de vie qui est identifiée. J'essaie de la nourrir tout en n'étant pas du tout accroché, en fait, aux choses. Donc aujourd'hui, ouais, j'ai l'impression voilà, à l'aube de mes 40 ans, là, je me sens, mais renaître un truc de fou, quoi. Mm. Même en termes d'énergie,
Le matin, là, ce matin, il était aux alentours de 5 heures. Je suis là, je dis, waouh, je suis content d'être debout, en fait. Et pas parce que ça se passe bien, hein. Je me dis, c'est quoi le prochain défi, hein? C'est pas, je suis debout, ça... Non, 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 non. Demain, je peux tomber malade ou quoi, mais je me sens à ma place et prêt à relever les défis. Donc, ouais. Trop bien. Citoyen du monde et à sa place. Super. Là, je vais passer sur les questions usuelles du podcast, que j'appelle Tamelia Temeri. Est-ce qu'il y a une phrase fétiche qui t'accompagne lors de moments difficiles? Parce que je pense qu'on a connu des moments difficiles. Est-ce que tu as un petit mantra? Un petit mantra? Ouais. Alors, j'hésite entre fais mieux ou fais au mieux ou ce que je disais tout à l'heure, chaque difficulté, c'est une opportunité d'être meilleur. En fait, alors surtout pour les bonhommes, moi je pense, à partir du moment où tu veux être un pilier, t'es censé aimer les problèmes pour te transformer en solution. Qu'est-ce qu'il y a à régler aujourd'hui, quoi? Voilà, c'est à partir d'un moment, c'est pas illimité les problèmes. T'arrives avec, comme pour les questions, hein, on a des séries de questions incontournables. On a des séries de problématiques qui sont incontournables. Celles liées au deuil, en fait, c'est des incontournables par lesquelles tu dois passer, sinon ça te reviendra comme des boomerangs de manière répétée. Donc, tu fais au mieux, et chaque difficulté est une opportunité d'être meilleur. Voilà, c'est les deux que je dirais. Ok, très bien. Comment est-ce que tu prends soin de ta santé mentale? 2 fois par an. Je vais pas dire 2 fois par an, mais en tout cas... Régulièrement. Je fais des jeûnes de 5 à 7 jours. Je vais boire, je vais marcher, et je vais aller dans un décor qui est totalement différent. Et je vais me mettre à écrire. Et là, tout remonte. Mais c'est du grand n'importe quoi. Hein. Mais tout remonte en mode, dans les émotions? Tout. Okay. Tout, faut pas être à côté de moi. À part si tu veux me passer je sais même pas ce qui va se passer, mais ça se passe comme ça. C'est comme ça. Donc j'ai des moments comme ça. C'est un peu ta purge, quoi. C'est ma purge. J'ai des moments où je vais couper le portable. Je vais mettre juste, voilà. J'ai toujours un carnet de notes, là, tout à l'heure, tu vois, quand on a parlé. T'es venu, ouais. Toujours un carnet de notes. Je vais couper le portable, je vais m'autoriser au moins une journée comme ça où je suis pas joignable. J'ai mes temps de silence dans la journée. J'ai besoin de me lever tôt le matin. En fait, je suis embêtant. Donc voilà, pour m'entretenir, je fais juste. Et ça te permet du coup d'avoir le cap et de prendre soin de ta santé mentale, quoi. Et par contre, je fais partie de ces profils qui a besoin d'être en mouvement. Je peux pas faire des choses que cérébrales et sur place. Tu vois, je t'ai parlé de marche, même pour le jeune, je dois marcher. Si je dois lire ou écrire, je vais marcher. Voilà. J'ai besoin de me mettre en mouvement, pas forcément faire du sport, des entraînements hardcore. Maintenant, je suis aux alentours je fais plus de 110 kilos, je fais pas forcément, pas forcément beaucoup de gras ni quoi que ce soit, mais j'ai besoin d'être en mouvement. Voilà. Ça entretient au niveau mental, spirituel, tout. Quel est ton rapport à l'argent et comment il a évolué avec le temps? Avant, j'avais une distance par rapport à ça parce que je voyais que j'avais associé l'argent à, comme je disais tout à l'heure, le rapport à l'Afrique, c'était le divertissement, c'était le bling-bling, c'était les clips américains, et moi, je trouvais ça naze, en fait. Oui, même toi, même en France, tu vois, quel est le rapport que tu as avec l'argent? Parce que tout à l'heure, tu me disais justement, quand tu as eu ta première victoire, tu as eu ta prime, tu t'es dit, bon, je le fais pas pour l'argent. Oui, à l'époque, en fait, j'avais un rapport distancié, et maintenant, je suis très à l'aise avec le fait de me dire, je fais ce qu'il faut pour ne pas avoir à me soucier de ce que j'ai à payer ou quoi. Mais au départ, j'étais très distancié pour des raisons qui étaient extérieures. Aujourd'hui, je sais que l'argent est vital. Je sais dans le sens où c'est important comme respirer, mais je compte pas mon nombre de respirations par minute. Mais par contre, je m'en soucie dans le sens où je veux créer de la valeur. Et quand je crée de la valeur, bah, je suis vraiment à l'aise aujourd'hui avec le fait de me fixer des objectifs financiers et de les atteindre. Et je suis aussi à l'aise avec des mois où il peut ne rien tomber. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises et je sais que j'en suis pas mort parce que c'est pas ce qui me définit. Mais par contre, aujourd'hui, il est important d'avoir des ambitions financières, de savoir créer de la valeur jusqu'à ce que faire en sorte qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de personnes qui vont échanger leur temps contre de l'argent. Moi, je me dis, en fait, à partir d'un moment, il faut que l'argent puisse, entre guillemets, bosser pour toi. Comment? Quand tu deviens
un expert dans un domaine, quand ça te passionne, tu crées en fait tu mets tout ce qu'il y a en place pour que ça bosse pour toi. Mhm. Et donc les rentrées après elles commencent à être diverses, mais il faut s'en soucier parce que sinon ça devient un souci quand tu fais pas attention à ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a permis de changer justement d'approche et de vision? Bah au départ je voulais donner alors que j'avais rien. Je voulais faire du social. Le gars qui veut faire du social, il avait rien et c'était mignon quoi. Et à partir d'un moment, tu dépends des subventions, donc tu dépends de politique. Et là, je me suis dit, ça tient pas. Donc, je suis rentré dans des dispositifs d'entrepreneuriat social et solidaire après avoir découvert tous ces mouvements d'entrepreneuriat social et solidaire. Et j'ai toujours voulu concilier une viabilité économique avec un impact. Parce que je voulais chercher un impact, j'ai compris qu'il fallait une viabilité économique. Mhm. Et les deux allaient de pair. Et depuis que j'ai un niveau d'ambition aussi qui a augmenté. J'ai aucune honte à le dire. J'ai un niveau d'ambition qui a augmenté. Eh ben, c'est toujours des ambitions liées à l'impact et du coup, je fais attention aussi à la partie financière, à Mhm. comment créer. Mhm. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Qu'est-ce que serait une vie réussie pour Enoch? Ah là là, t'es une puncheuse, hein, quand même, hein. Ça, c'est des questions punchy. Puncheuse de mots, je prends. Ah, il y a différents, non, c'est trop bien, c'est trop bien. Tes questions, elles sont vraiment bien. Qu'est-ce que la réussite pour moi? C'est quand t'as réussi à concilier ton quotidien par rapport à tes valeurs et une vision. C'est tout. Et tu peux t'arrêter en chemin, hein, mais quelqu'un prendra le relais parce que quand tu es toi-même et que tu incarnes quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir prendre le relais. On le voit même dans le monde de l'entrepreneuriat. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, oh, mais c'était simple. Et tout le monde veut faire la même chose. Mhm. Aujourd'hui, vous avez l'exemple des bubble tea partout. Des trucs de bubble Mhm. tea. Avant, celui qui a lancé ça en premier, on rigolait. Mhm. Bah là, c'est pareil. En fait, la réussite pour moi, c'est aller voir le film La méthode Williams. Quand les filles répondent à la question à qui vous voulez ressembler, elles disent mais en fait, on veut ressembler à personne, on veut que les gens nous ressemblent. Mhm. Bah quand t'as réussi à être tellement toi que t'as créé un nouveau chemin et que t'as agi en phase avec toi et que ça a créé des réussites ou non, hein, mais que t'as créé une nouvelle voie mais qui est la tienne, bah là ton passage sur terre c'est bon. Mhm. Voilà. Donc c'est très lié à la transmission, quoi, aussi. De léguer quelque chose. Oui, c'est être puis transmettre, c'est les deux mots. Mhm. Être puis transmettre. En fait, quand tu es vraiment puissance, tu es en puissance, tu es aligné, toi, tu finis par incarner et donc par transmettre. Ceux qui transmettent le plus, c'est pas ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui sont. Et on le Mhm. voit avec les enfants. Les enfants, tu peux leur parler, fou, mais ils te voient faire, ils veulent faire la même chose. Mhm. Mhm. Si tu devais me dire un facteur clé Mhm. de réussite, ou en tout cas de la réussite, enfin de la réussite à laquelle tu tends, ça serait quoi pour toi? Un facteur clé? De ta réussite à toi. Hmm. Un facteur clé, quoi. Un levier, quoi. Un levier, un déterminant. Ça serait quoi? Si tu devais, de tout ce que tu m'as dit, s'il y avait un truc, tu dis ça, si je l'avais pas, j'aurais pas pu être là où je suis aujourd'hui. Ma foi. Ma foi, j'ai une foi en ma vision, en fait. J'ai une foi aussi à tout ce qui est source créatrice de tout ça, parce que je pense pas que ce soit du hasard. J'aime bien cette phrase qui dit, je sais pas qui l'a dit, mais en tout cas c'est sorti de ma bouche. Le hasard mène au bazar. Mm. Donc je pense pas qu'on soit le fruit du hasard. Il y a une source créatrice. Après vous l'appelez comme vous voulez. Et après la foi, je la place à différents niveaux, mais je pense que c'est le facteur clé. Et la foi, c'est quoi? J'ai une vision très claire de ce que j'ai à délivrer, à faire. Elle est très claire. Quand je voulais être champion du monde, je me voyais avec la main levée, mais je me voyais aussi, j'avais limite, j'exagère, hein, mais les courbatures De de l'entraînement. l'entraînement que j'étais prêt à subir. Et quand je sentais pas ça, je me disais, mais t'es pas bien entraîné, il y a un truc. Parce que j'ai pas le temps, j'ai 5 ans, j'ai pas le temps. Donc, Je c'est vois. ça. Donc, la foi. Je peux compléter la phrase. Le monde a besoin de... Waouh! Inger, t'es difficile. Le Sinon, c'est pas drôle. Le monde a besoin que nous soyons plus humains. Plus on sera humain, là, en fait, il y a pas à tortiller. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Il y a des mondes virtuels. Il y a tout ça. La solution, c'est de redevenir encore plus humain. Ton cerveau, maintenant, même pour terminer ta phrase, tu vas le mettre sur un ordinateur. Wow. Là, le monde, il a besoin qu'on redevienne encore plus humain que jamais. Super. Et voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin?
une chose que tu aimerais dire, une question que je t'ai pas posée, un message que j'aimerais transmettre, ou juste dire voilà comment tu t'es senti dans cette conversation que j'ai aimée. Qu'est-ce que tu dirais? Connectons-nous. Là, il y a 2 personnes là sur un plateau. Essayez de regarder cette émission en vous disant il faut qu'on se connecte autour de valeurs communes, donner de la force à une guerre, à toutes ces initiatives qui dépassent en fait ce à quoi vous pourriez faire des associations hommes, femmes, noirs, sportifs. Non, connectons-nous pour contribuer à un monde meilleur quoi. Ça fait un peu peut-être bisounours, Non, mais ça. connectons-nous autour de ça. C'est-à-dire que là, j'espère qu'il y a des personnes qui vont regarder cette émission qui sont des personnes du quotidien, des champions du quotidien, des décideurs, connectons-nous et relayez, partagez, c'est votre manière aussi de contribuer à ce que les choses soient meilleures. Voilà. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Enoch. Bah, de rien. À bientôt. Merci, à bientôt.